Avant de commencer, je voulais vous parler de Switchy, que je remercie pour son soutien. Je teste cette solution depuis quelques semaines. Switchy, c'est une solution de permanence téléphonique pour les entrepreneurs qui souhaitent maîtriser leur disponibilité et se concentrer sur l'essentiel. C'est vous qui choisissez en un clic si vous êtes disponible ou pas. L'offre est sans engagement, 10 appels vous sont offerts à l'inscription et 10 appels supplémentaires avec le code parrain AZZAP. AZZZAP. Je vous mets le lien dans la description. Passons maintenant au nouveau numéro d'AZZAP. Le métier de journaliste, avant tout, c'est un passeur. C'est pas quelqu'un qui se met forcément en avant. C'est quelqu'un qui se veut bienveillant. AZZAP. Je m'appelle Alexandre Zermati et je vous propose toutes les semaines une conversation avec une personnalité inspirante du monde du travail. Cette semaine, mon invité est Olivier Frigara, journaliste et fondateur du podcast à succès On refait le Mac. Olivier va nous expliquer pourquoi il est devenu journaliste, comment il voit son métier et partage avec nous sa vision de l'évolution des médias. Je laisse tout de suite la parole à mon invité. Bonjour, je suis Olivier Frigara, je suis journaliste et le fondateur du podcast On refait le Mac et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'était pas une vocation, étant petit, j'avais pas forcément, comme beaucoup de mes camarades au collège ou au lycée, déjà une vision précise de ce que je voulais faire plus tard. Il y avait déjà des fils de médecins qui voulaient être chirurgiens. Bref, il y avait des parcours qui semblaient déjà tracés depuis la maternelle. Moi, je savais pas. Par contre, une chose est sûre, c'est que j'étais très bavard, c'est sûr, et deux, intéressé et très curieux en général. Et généralement, je sais pas si ce sont des qualités ou des défauts, mais c'est en tout cas des qualités certainement pour être un journaliste. Et puis j'aime bien observer, être proche de l'action. Alors là, je suis plus dans la presse des nouvelles technologies, donc on est moins sur le terrain. C'est plus du métier de desk, comme on le dit. Mais j'ai commencé dans la presse quotidienne et la presse locale. Et suivre l'événement, être au plus près, ça m'a toujours, et pouvoir témoigner, ça m'a toujours passionné. Et d'en faire et raconter des histoires, voilà, c'est surtout quand elles sont vraies, pas de fake news bien sûr. Bon, j'ai toujours d'abord été passionné par la politique et par les enjeux, voilà, en matière de comment le politique pouvait changer le quotidien. Donc ça m'a influencé sur mes études puisque j'ai fait enfin, du moins, j'ai essayé de faire un peu de droit et de faire des formations à droite à gauche, notamment à l'Institut politique à Aix-en-Provence. Bref, mais c'est surtout un événement, malheureux, un drame qui s'est passé en Corse, puisque je suis originaire de là-bas. D'abord, il y avait malheureusement très souvent des assassinats, des attentats, et c'était parfois difficile à vivre. Et c'est surtout le drame de Fouriane, tu sais, cette tribune qui est tombée lors d'un match entre l'équipe de Bastia et l'Olympique de Marseille. J'étais en fac à l'époque en droit à Corté et beaucoup de mes camarades étaient là-bas. Beaucoup sont tombés et beaucoup de journalistes aussi en ont malheureusement payé le prix très cher à l'époque puisque la tribune de presse est tombée. Et j'ai suivi cette affaire, j'ai suivi le procès, et c'est vrai que ça m'a donné envie profondément de témoigner, puisque je trouvais qu'il y avait souvent un écart, un gap important entre ce que j'entendais lors des réquisitoires, lorsque j'entendais tout simplement lorsque je suivais le procès, ce que je pouvais lire d'une manière ou d'une autre dans la presse, et je me disais non, moi je ne l'aurais pas fait comme ça, et c'est comme ça peu à peu finalement que je me suis fait à l'idée de devenir journaliste. Et puis au-delà, j'ai toujours été passionné par l'image et par le son, moins par l'écriture, ça a été un gros effort de s'y mettre. Mais c'est comme ça que j'ai décidé de faire une école de journalisme à Marseille il y a longtemps déjà, c'était de mémoire au milieu des années 90, donc ça ne rajeunit pas. Voilà. Le journaliste, il se définit de manière différente. Il évolue avec le temps. Je suis quelqu'un d'assez passionné et quand j'ai décidé d'être journaliste, j'essayais de
reprendre vraiment les valeurs. Et j'ai relu quasiment tout ce qu'avait fait Albert Londres à l'époque. Le grand reporter, c'était une vision un peu romantique du journalisme, puisqu'au milieu des années 90, il y avait déjà quand même des systèmes par satellite pour être en duplex. On n'avait pas besoin de partir à bord de navires à des milliers de kilomètres pendant des semaines pour pouvoir retranscrire un sentiment, une odeur. Voilà, c'est ça le journaliste, hein, à la base. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir dans la presse locale, notamment la presse quotidienne, hein, ce qu'on appelle les rubriques des chiens et des chats écrasés. On découvre des gens extraordinaires, des gens qui au quotidien changent la vie. Et j'ai pris énormément de plaisir. C'est là que j'ai appris mon métier. Alors c'est vrai que le métier a un petit peu évolué aujourd'hui. On a des vitrines en matière de journalisme qui sont plutôt des vitrines de télé ou des vitrines d'investigation. Moi, le métier de journaliste, avant tout, c'est un passeur. Hein. C'est pas quelqu'un qui se met forcément en avant. Et surtout, c'est quelqu'un qui se veut bienveillant. Pour moi, le journaliste, c'est la bienveillance, avant tout. On n'est pas forcément un juge d'instruction, on n'est pas forcément un procureur. Et c'est pas ça, moi, qui m'a donné envie d'être journaliste, mais plutôt de mettre en lumière des gens qui le méritaient, et qui de premier abord ne le montraient pas et qui se dévoilaient peu à peu par leur action au quotidien. Et c'est en ça où moi j'ai appris mon métier en presse quotidienne régionale, où du jour au lendemain je parlais j'écrivais sur des sujets très divers. Ça apprend à écrire vite, ça apprend à écrire, j'espère bien, efficace en tout cas, et vraiment découvrir vraiment les gens qui changent notre quotidien et notre vie avant de viser plus haut avec l'expérience et la carrière qui se déroule et pouvoir rencontrer des gens plus importants. Voilà, pour moi, le métier de journaliste, c'était un peu je me souviens, lorsque j'ai passé mon oral à Sciences Po, c'était ça, c'était sur le métier de journalisme, et c'était qu'avant tout, le métier de journaliste, c'était un métier de bienveillance, c'était l'écoute, et pas forcément celui d'un procureur. Je me retrouve un peu moins aujourd'hui dans la vision du journaliste qui veut avant tout, coûte que coûte, faire un coup et mettre en difficulté quelqu'un. Non, moi, je prends aucun plaisir à mettre en difficulté une personne. Si elle le mérite, bien sûr. Avant tout, je veux mettre en valeur son travail, je veux mettre en valeur son action. Même si, encore une fois, ma vision du métier a évolué parce que je me suis au fil des années spécialisé. Hein. Je ne suis plus un journaliste généraliste, hein. Je suis dans les nouvelles technologies. Mais voilà, quand il y a une vérité à dire, il faut la dire. Mais quand il y a une personne qui mérite d'être défendue, il faut aussi le dire en jugeant le pour et le contre. Il y a toujours thèse et antithèse, hein. C'est la base du journaliste aujourd'hui. Le journaliste, pour moi, c'est pas uniquement les trains qui arrivent en retard, c'est aussi les trains qui arrivent à l'heure. Il faut qu'il y ait pointé du doigt les trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais aussi pointer du doigt quand ça marche. Et c'est vrai que je me sens un peu en décalage aujourd'hui, mais c'est peut-être aussi le fait de vieillir et qui fait qu'on ne perçoit pas forcément l'état d'esprit, l'évolution des mentalités d'une nouvelle génération. Mais c'est vrai que quand je vois comment les journalistes sont parfois biberonnés aujourd'hui, notamment sur la presse, dans la presse sur le web, où en fait leur ligne éditoriale c'est c'est Google, hein, c'est quoi qui buzz en ce moment, quels sont les thèmes sur lesquels il faut buzzer. Il y a des groupes de presse qui se sont montés comme ça, hein, assez fameux en France notamment, et même aux États-Unis malheureusement. Voilà, donc ça buzz sur tel sujet, on développe jusqu'à user la corde, même jusqu'à ce qu'elle casse. Mais pour moi, c'est pas du journalisme. Et donc, il faut créer des coups, il faut faire du buzz. Et quelque part, ça dessert le métier de journaliste, parce qu'on ne voit pas finalement comment on différencie un poste polémique d'un journal, d'un poste polémique d'un influenceur, ou un poste polémique de quelqu'un qui veut faire simplement un hater, comme on les appelle aujourd'hui. Voilà, moi je suis un peu mal à l'aise. Alors, est-ce que c'est un état d'esprit aujourd'hui, parce que j'ai dormi 3 heures, parce qu'on a fini, on refait le Mac tard, et que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais c'est vrai que je me sens un peu en décalage par rapport à ça. Et parfois un peu mal à l'aise. Je veux dire, il n'y a pas de honte de montrer du respect envers une personne parce qu'elle incarne quelque chose. Je veux dire, quand je rencontre, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités importantes, d'interviewer des personnalités importantes qui ont marqué notre histoire, que ce soit des hommes politiques, je marque, parce que c'est des gens qui ont changé la vie. Je n'ai pas forcément voté pour eux, mais je marque une forme de respect. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, je ne vais pas l'appeler Emmanuel Macron, voilà, pour marquer ma différence, pour montrer mon côté cow-boy. Non, voilà. Après, on n'est pas d'accord avec ses idées et on
essaye de mettre en valeur, de mettre en lumière les points où on n'est pas forcément d'accord. Et après, c'est à l'audience, c'est au lecteur, c'est à l'auditeur de marquer sa différence. Et après, d'aller voter oui ou non pour cette personne. Mais je ne suis pas là pour faire... Un journaliste, c'est pas un homme politique. Un journaliste, c'est pas un procureur. Et c'est là où le curseur est parfois difficile à positionner. C'est frustrant, hein, c'est évident quand on est journaliste, parce que de temps en temps, on reçoit des gens et on voudrait le dire, mais attends, Coco, tu me prends un peu pour un con. Donc l'enjeu, c'est pas de lui dire directement, hein, c'est d'avoir le temps et l'énergie de le mettre en lumière. Mais c'est pas de régler ses comptes, c'est clair. On n'est pas forcément un juge d'instruction, on n'est pas forcément un procureur. Bon, parce que je suis une génération qui a grandi avec les premiers ordinateurs, hein, dans les années 80, au début des années 80. J'ai vu d'abord l'arrivée des premières consoles de jeux vidéo. Hein. Voilà, c'est la préhistorique, hein, les premiers, tu sais, les Pong. Voilà, j'ai connu ça avec les télés en noir et blanc. Et puis j'ai vu arriver les premières consoles Atari, et puis très rapidement le jeu nous a amené, on voulait plus, on voulait encore plus de jeux, et les premiers micro-ordinateurs sont arrivés, les premiers Apple II, les premiers Atari. Alors moi j'étais en Corse, donc c'était pas forcément facile d'avoir accès à ces produits-là, hein, parce qu'on était loin, même si la Corse n'est pas loin du continent, il était difficile parfois de se procurer ne fût-ce que les programmes. Bref, je suis tombé dans la tech, j'étais une première génération de geeks, hein, dirons-nous, au début des années 80, sauf que, à la différence d'aujourd'hui, et heureusement pour les nouvelles générations, les geeks sont un peu moins populaires. À l'époque, ils étaient un peu moins populaires, notamment auprès des filles. Mais bon, passons, aujourd'hui, un geek, ça peut devenir milliardaire, donc c'est déjà beaucoup plus sympathique. Et puis, naturellement, si tu veux, le Mac est arrivé, les outils de publication assistée par ordinateur, la PAO, est arrivé aussi. Moi, j'ai toujours fait des petits journaux au lycée et au collège, comme ça, avec des copains. Et là, on pouvait en plus faire son journal à la maison, enfin à la maison, au lycée ou chez le revendeur du coin qui nous prêtait un ordinateur. Et j'ai découvert... Et j'ai appris aussi un métier qui n'est pas seulement d'écrire, mais qui est aussi d'avoir une vision de mise en page, la calligraphie, les polices de caractère, la photo. Enfin voilà, à la fois c'est une immersion dans la tech et c'est à la fois une immersion dans les outils qui allaient me permettre demain ou plus tard de devenir journaliste, puisque c'était un peu un coup de suisse avant l'heure multimédia, parce que le multimédia n'existait pas encore à l'époque. Aujourd'hui, un journaliste, et c'est vrai, et ce que j'encourage quand je rencontre des gens plus jeunes qui veulent être journalistes, qui veulent quelques conseils, je leur ai dit, mais il faut que vous touchiez à tout, à tous les sujets et à tous les supports avant de vous spécialiser. D'abord, l'écriture, le papier, c'est la base, le web ou le papier. Et après, on peut passer à d'autres choses, mais il faut s'initier à l'audio, à la vidéo, à la photo, à la mise en page. Il faut comprendre toutes les étapes. Hein. C'est une fusée, hein. Le journalisme ou la presse ou la télé ou la radio. Il y a différentes composantes et il ne peut pas y avoir que quelqu'un qui est bon. Il faut qu'à toutes les étapes de la construction d'un journal, d'un JT, d'un podcast, il y ait des composantes qui soient de qualité pour qu'au final, le travail soit mis en valeur. Si aujourd'hui, on n'utilisait pas un bon micro ou une bonne connexion Internet, et si on ne savait pas utiliser un petit peu les outils qui nous permettent aujourd'hui de faire du podcast, eh bien, on ne pourrait pas nous entendre. C'est aussi simple que ça. Il faut que vous touchiez à tous les sujets et à tous les supports avant de vous spécialiser. Mais bref, on est des journalistes de produits, on est des journalistes de technologie. C'est des sujets qui sont certes moins sensibles que la fin dans le monde ou les gilets jaunes ou la PMA, mais il n'empêche, le traitement est le même, l'approche doit être la même. À partir du moment où il y a un blogueur ou il y a un youtubeur qui a la même rigueur qu'un journaliste, pour moi, il n'y a aucun problème. Encore faut-il avoir la même rigueur. Il y a des journalistes qui manquent de rigueur, il y a des blogueurs et des influenceurs qui manquent de rigueur. Après, c'est une question de culture personnelle, c'est une question de discipline personnelle. Moi, à partir du moment où je mets ma signature en bas d'un article, j'engage mon nom. Tant que j'estime que le papier n'est pas bon, je ne l'envoie pas. Voilà.
C'est aussi simple que ça. Et malheureusement, les nouvelles générations aujourd'hui, mais c'est pas leur faute, hein. C'est plus ceux qui les encadrent et qui les forment. Il faut aller vite, trop vite. Et on ne prend pas le temps de réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. C'est facile à dire. Moi, j'ai grandi avec une autre époque. On avait le temps de juger le pour et le contre. Et il faut aller vite. Il faut suivre les trends sur Google et sur Twitter. Il faut créer des coups pour faire du buzz sur la télé ou la radio. C'est très difficile hein, d'avoir des fenêtres de tir. Et c'est vrai que c'est plus frustrant de se dire je vais faire plutôt un travail long cours, un vrai travail où je peux me différencier en tant que journaliste et devenir entre guillemets un journaliste expert, puisque après 5-10 ans de travail régulier sur ces sujets-là, j'ai la pertinence d'avoir un peu de recul et de bouteille pour dire voilà, d'après moi, les choix qui sont faits ne sont pas les bons, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je vais essayer de les argumenter et pas simplement envoyer un tweet assassin en disant c'est nul. J'ai horreur du terme nul par définition. J'estime que le papier n'est pas bon, je ne l'envoie pas. C'est aussi simple que ça. Quand j'étais dans la presse tech et que je discutais avec des confrères de la presse généraliste, la grande presse, Le Monde, Les Échos et j'en passe, qu'il n'y avait pas cette reconnaissance envers la tech. On s'intéressait à la tech quand on était Les Échos parce qu'il y avait des introductions en bourse, qui étaient phénoménales. On regardait ça comme un chien curieux à la fin des années 90, années 2000, et puis la nouvelle économie est arrivée. Et là, on a vraiment commencé à s'intéresser à la tech, mais sous un angle business, pas sous un angle usage. Or, à l'image d'un iPod ou d'un iPhone, du jour au lendemain, il y a eu des millions de gens qui avaient Internet dans leur poche ou la musique ou leur discographie dans la poche. Ça change les usages, ça change la vie. Et pour moi, quand je rencontrais des confrères, quand je rencontrais des chaînes de radio, des chaînes de télé, parce que je fréquentais pas mal de plateaux en tant que chroniqueur. Voilà, Olivier vient nous expliquer c'est quoi les grandes tendances du moment en matière de tech. Je leur disais, mais intéressez-vous plus à ça. C'est pas la cerise sur le gâteau dans une rubrique comme une autre. C'est quelque chose qui va prendre une telle importance dans notre vie qu'il faut que dans nos médias aujourd'hui, on parle plus de tech parce que c'est des outils qui sont aujourd'hui, on le voit bien avec nos applications, nos iPhones et compagnie. Et je voyais qu'il y avait une réticence de ceux qui dirigeaient ces médias-là, parce que d'abord, ils n'avaient pas la culture, il faut être franc. C'était une autre génération, hein, c'était plutôt la génération de mes parents, donc ça, on peut le comprendre. Ils ne comprenaient pas les outils, donc ils étaient un peu méfiants. Et puis, même la génération d'après, il y avait une méfiance, parce que pour eux, ce n'était pas une rubrique noble, la tech. C'était des produits. Il n'y a pas de différence entre un ordinateur et une machine à laver. Voilà. Donc forcément, alors imaginez une mission de radio sur la tech ou une mission de télé sur la tech, c'était compliqué à faire avancer dans les états d'esprit. Et j'ai essayé, je ne suis pas le seul, de mes confrères journalistes à avoir essayé de convaincre des chaînes de radio, des chaînes de télé de faire des émissions sur la tech. Il y en a qui ont réussi, Jérôme Colombin sur France Info, brillamment, François Sorel sur RMC. Mais bon, ça reste encore un peu périphérique, c'est une chronique. Il n'y a pas une grande émission, comme il y aurait une grande émission sur l'automobile ou la cuisine, bon sang. Pourtant, la tech prend une telle importance aujourd'hui dans nos usages et au-delà dans l'économie. Donc, c'est encore plus aberrant parce qu'on pourrait se dire, mais vous, chaîne de télé, chaîne de radio qui vous plaignez tout le temps que vous n'avez pas assez d'annonceurs, vous avez vu le nombre d'annonceurs qu'il y a dans la tech. Donc, allez-y, faites des programmes autour de ça, ils vont venir, ces gens-là. Et à un moment donné, effectivement, on se dit, bon, comment on peut changer les idées. On avait des envies aussi avec mes copains et copines journalistes ou blogueuses ou influenceuses de faire ces programmes-là. Et on voulait donner envie à ces médias de traiter et peut-être un jour de faire une émission de radio ou de télé. Et on se dit, on va la faire. On va la faire nous-mêmes. C'était le moment où le podcast émergeait à peine au milieu des années 2000 avec l'explosion de l'iPod. Et on s'est dit, on va faire un podcast. Et donc, comment j'ai travaillé avec un Mac et que j'ai vu arriver que Monsieur X, qui est un personnage important, historique dans Refait le Mac, donc l'ancien directeur marketing d'Apple France, me montre les premières ébauches d'iChat AV, qui était un logiciel de chat et de vidéoconférence. Je vois ce logiciel qui permet
d'appeler 4 personnes en même temps, de les filmer en même temps et d'avoir une vraie discussion comme si on était dans la même salle, dans la même pièce, sans avoir les contraintes de réunir tout le monde, d'acheter des caméras, de monter un studio. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va réunir tout le monde, 3 ou 4 personnes chaque semaine autour de ce logiciel de vidéoconférence, une sorte de Skype amélioré puisqu'on pouvait appeler plusieurs personnes en même temps et les voir en même temps. Et ça va nous permettre de faire un petit peu un podcast, mais vidéo. C'était un peu présomptueux pour l'époque. Et c'est comme ça que j'étais encore à SVMac à l'époque, c'était au milieu des années 2000, quand on a commencé à expérimenter l'émission. On en faisait une tous les 3 mois ou tous les 6 mois, mais sans vraiment y croire. C'était compliqué. Pour te donner un exemple, à l'époque, donc, je travaillais pour SVMac, qui était un grand magazine, qui n'avait pas forcément de vitrine sur Internet, ce qui paraît aberrant, mais passons. On s'est battu pendant des années pour qu'il y ait une vitrine, et au moment où ils ont enfin décidé à nous laisser le faire, c'était bien trop tard, on est arrivé trop tard, mais passons. Il fallait que je me batte pour avoir une connexion Internet dans ma rédaction. Alors que je parlais de tech, je m'explique une connexion Internet. Évidemment, quand tu veux faire la vidéoconférence à l'époque, tu avais un directeur informatique qui faisait très attention, et on peut le comprendre, à ce qui circulait sur le réseau de l'entreprise et ne te laissait pas appeler à faire une vidéoconférence. Donc je ne pouvais pas faire On fait le Mac chez SVMac. Donc il fallait que je me batte en disant voilà, j'ai besoin d'une box ADSL pour pouvoir faire On fait le Mac. On me regardait avec des yeux, mais pourquoi faire ? C'est quoi un podcast ? Enfin, tu vois, c'était assez compliqué à faire évoluer le schmilblick. C'est presque moi qui ai presque dû faire prendre l'abonnement ou me débrouiller avec quelques amis qui travaillent chez les fournisseurs d'accès pour nous tirer une ligne en toute discrétion. Et on a pu faire ce programme. Mais j'ai compris très rapidement que c'était très compliqué, du moins à l'époque, au milieu des années 2000, à la fois de convaincre, même dans la tech, qu'il fallait faire du programme vidéo sur le web. T'imagines, il n'y avait même pas encore YouTube à l'époque. Donc il n'y avait pas moyen de diffusion. On était obligé d'enregistrer, d'encoder, de trouver des solutions avec QuickTime pour diffuser, c'était assez lourd. Et puis l'histoire la vie évolue, et le fait que malheureusement l'aventure des SVMac s'est arrêtée puisque le groupe a été racheté par Next Radio, donc ils ont racheté l'ensemble de la presse tech en France et ils ont fermé tous les magazines. Donc moi j'ai pas voulu forcément voir mon magazine que j'adorais, que je lisais depuis que j'étais tout petit, disparaître, donc je suis parti. Et c'est à ce moment-là où moi j'ai décidé effectivement de lancer On fait le Mac de manière un peu sérieuse. En fait, d'abord en faire mon blog, puisque je voulais continuer à parler dans la tech, puis je voulais plus revenir sur la presse généraliste. J'avais fait, je pense, le tour de la tech à ce moment-là. Et je voulais créer un rendez-vous. Comment sortir un blog de l'anonymat ? Mais il faut créer un rendez-vous, et ce rendez-vous, c'était un podcast vidéo. Et là, on a commencé vraiment à s'intéresser de manière sérieuse à comment on pouvait vraiment produire un podcast. YouTube était arrivé, on a commencé à monter avec Final Cut Pro, et c'est devenu un petit laboratoire de ce qui est On fait le Mac aujourd'hui. C'était il y a 10 ans. Et on a fait ça très modestement au départ dans mon salon à la maison, en enregistrant. Après, j'ai récupéré les flux QuickTime enregistrés en local sur chaque ordinateur de mes petits camarades qui me l'envoyaient en Dropbox, mais à l'époque, il n'y avait pas la fibre, donc des fois, il fallait que 3 ou 4 jours pour récupérer les fichiers. Et puis, je remontais le tout dans Final Cut, et puis peut-être au bout d'une semaine on avait le produit fini. Voilà, et c'était beaucoup d'énergie, j'ai beaucoup appris à ce moment-là, et puis on a vu émerger le début de YouTube, le début de Dailymotion, qui était même carrément en avance par rapport à YouTube. Quand on voit ça aujourd'hui, quand on dit ça aujourd'hui, ça fait un peu mal au cœur, parce que c'est vrai que Dailymotion rentre un petit peu dans l'anonymat aujourd'hui. C'est dommage, c'était une belle boîte française, elle s'installait toujours, mais elle est plus en pointe comme auparavant. Du jour au lendemain, il y a eu des millions de gens qui avaient Internet dans leur poche, ou la musique, ou leur discographie dans la poche. Ça change les usages, ça change la vie. Et voilà, j'ai compris que malheureusement, c'est vrai qu'on a réussi à avoir des personnalités assez importantes dans l'émission. Et je me disais, à un moment donné, ça va intéresser des chaînes, ça va intéresser des radios. Et parce que moi, je suis un peu candide, un peu, comment dire, un peu con, on peut le dire, ou un peu trop gentil peut-être. Je me dis, quand un programme est bon, forcément des gens vont s'y intéresser et ils vont vouloir le reprendre. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça. Au contraire, il faut aller faire le tour des radios, mais présenter son programme. Regardez, il y a un truc à faire. C'est normal, mais c'est pas ma nature. Et on a eu quelques touches très 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 fortes pour que On fait le Mac arrive en télé. Ça a failli se faire à 2 reprises, et même sur des grandes télés. Ça s'est pas fait encore pour des raisons obscures ou je dirais de choc culturel. La tech encore n'a pas forcément l'importance
dans des rédactions. Bref, ça s'est pas fait. Et puis finalement, ça s'est passé au second plan parce qu'on a vu que l'audience sur le web n'était pas négligeable, que l'audience sur le web nous permettait d'avoir plus de liberté qu'en télé. Aujourd'hui, quand vous faites une émission de télé, que vous citez une marque, le CSA vous oblige à citer tous les concurrents. Voilà, enfin, c'est compliqué de parler de produits en télé ou de technologie en télé. Et puis, on a le temps. On a le temps de prendre le temps, d'aller au fond des choses. Et s'il y en a besoin de faire une émission d'une heure et demie, on la fait. On n'est pas dans une grille de programme. Donc, si on veut faire qu'une demi-heure, on fait qu'une demi-heure, ce qui est rare. Voilà, donc c'est que finalement, au début, c'était un peu une frustration parce qu'on a le sentiment que personne ne nous regardait. Puis, on s'est aperçu que les gens nous regardaient parce que justement, peut-être, ils n'avaient pas ce média-là en télé ou en radio, donc ils venaient le voir sur le web. Et on s'est rendu compte que non seulement on y gagnait parce que finalement les gens nous regardaient et qu'on faisait de belles audiences, qu'en plus les gens faisaient la démarche de nous regarder. C'est pas un programme que l'on subit comme à la télé ou à la radio. Là, on vient cliquer, donc le taux d'attention est vraiment supérieur en matière de podcast audio ou vidéo. Hein. Il n'y a pas que des podcasts audio, il y a aussi des podcasts vidéo. Et avant la naissance de YouTube, On fait le Mac existait avant, c'était un podcast vidéo. Et en plus, on fait des audiences qui sont pas, enfin, on n'a pas à rougir. On a fait il y a 15 jours, 3 semaines pour le live de lancement de l'iPhone à Cupertino, les 11 et 11 Pro, on a fait près de 150 000 vues en direct. Il y a beaucoup de chaînes de télé qui aujourd'hui rêveraient de faire ça sur la TNT. Hein. C'est quelques dizaines de milliers de vues aujourd'hui en direct, une émission, même sur une grande chaîne d'infos. On a fait près de 150 000 vues en direct. On a été très très proche de signer et de faire qu'on fait le Mac passe dans sa forme actuelle ou pas avec ce nom-là, puisque c'est une marque d'Apple, donc déjà ça aurait été retoqué par le CSA, mais ils se reconnaîtront et ils ont été bienveillants encore une fois avec nous, ils ont essayé, ils ont joué le jeu, pour des raisons, et puis peut-être qu'on y arrivera un jour, mais encore une fois, c'est pas dans la culture, mais peut-être que les nouvelles générations, pas la mienne, qui ont grandi avec le numérique, trouveront plus naturel qu'à un moment donné, on parle de ces sujets-là. J'ai l'impression que dans les médias en général, ça fonctionne un peu en bande et un peu à la queue leu-leu. Tu as des styles de programme qui marchent, donc tu vas avoir un directeur de chaîne qui va choisir plutôt un style de programme parce qu'il sait que ça marche et qu'il tout simplement diminue les risques. Hein. C'est aussi simple que ça. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue puisque j'avais participé, Cédric m'avait convié, un grand de LCI m'avait convié à suivre la belle aventure d'LCI Radio à l'époque. On avait lancé une radio, donc c'est quand même extraordinaire d'avoir vécu ça et c'est grâce à Cédric. Je faisais une petite émission régulièrement avec lui, mais j'avais même ma propre émission sur LCI Radio et il nous voyait faire On fait le Mac dans les studios de LCI Radio. Et je me souviens qu'il y avait les réals de LCI qui passaient une tête et qui me disaient « Mais tu montes pas ça à la direction, hein ?» Comment ça ? Tu fais tout toi-même. Il n'y a pas de caméraman, il n'y a pas de système de diffusion, tu fais tout en direct. Il n'y a pas de réalisateur. Non, tu montes pas ça. Hein. Bon, bref. Ok, bon. Donc déjà, il y avait un choc culturel par rapport à ceux qui faisaient la télé ou la radio, parce que on utilisait des outils qui n'étaient pas des outils professionnels, mais on arrivait à faire des trucs qui n'étaient pas trop mal, donc c'était mal à l'aise et on pouvait le comprendre. Moi je l'ai vécu ça en presque quotidienne quand je suis arrivé, et que c'est une période où la PAO est arrivée et qu'il y avait encore les gens qui imprimaient et qui faisaient les pages avec des films, voire même avec le plomb. Donc on est passé carrément du plomb au Mac avec Quark Express ou Adobe InDesign, tu vois. Donc c'était un choc culturel pour ces gens-là, et dans la radio et la télé on a eu le même choc culturel avec l'arrivée de ces outils qui étaient encore une fois des outils informatiques. Donc il y avait ce choc culturel-là, je dirais, des ouvriers de la télé et de la radio, mais dans le sens noble, des ouvriers de la télé et de la radio. Et puis, effectivement, en discutant aussi avec des dirigeants de chaînes qui nous voyaient faire On refait le Mac, qui nous disaient, mais c'est vrai que, mais pourquoi on va le faire ? Et puis finalement, non, on le fait pas, parce que tu sais comment on fonctionne, on regarde ce qui se fait ailleurs, on rachète un concept en Angleterre, en Italie, en Australie. Pourquoi on rachète un concept ? Parce que tout est là, la formule, l'habillage, et au-delà, on a déjà les classes d'audience, quelle typologie d'audience est intéressée, on peut aller voir les sponsors qui sponsorisent cette émission, les annonceurs qui dans les autres pays, donc on diminue les risques. Donc
créer un concept de zéro, il y en a de moins en moins en télé, alors que c'est pas un concept révolutionnaire, juste parler de tech, hein, mais voilà, donc tu as pléthore d'émissions sur la déco, pléthore d'émissions sur la cuisine, jusqu'à un jour où un grand média américain ou étranger fera une émission qui va cartonner sur la tech, et tu verras que tout le monde va s'y mettre, et c'est juste une question de temps, j'en suis persuadé. On utilisait des outils qui n'étaient pas des outils professionnels. Aujourd'hui, avec le web, avec cette visibilité qu'on peut avoir du jour au lendemain en étant pas forcément associé à un grand média, il n'y a plus de médias de seconde zone, à mon sens, si tu fais un travail de qualité. Et si tu fais un bon boulot, que tu fais un bon podcast, que tu le diffuses sur iTunes, sur Deezer, que tu fais une bonne vidéo sur YouTube, le rendez-vous, et que ça va marcher. C'est aussi simple que ça. Et il n'y a plus cette frustration-là de se dire je suis sur un canal de seconde zone d'abord, et au-delà, il n'y a plus la frustration de ne pas être vu, parce qu'on est même aujourd'hui plus vu sur le web qu'en télé. C'est ça qui est paradoxal. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas ces programmes-là en télé? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas à rougir de nos audiences, sachant qu'on a des confrères à nous qui font beaucoup plus d'audience encore, qui ont certainement plus de moyens que nous. Mais, donc, ça montre qu'il serait temps que les grands médias aient cet appétit-là. En entendant, faisons faisons d'une faiblesse une force. Les grands médias n'y vont pas. Nous, ça nous permet de vivre, de nous développer. Et le média, c'est nous qui allons le créer maintenant. Enfin, du moins, c'est l'ambition. Média, c'est nous qui allons le créer maintenant. Enfin, du moins, c'est l'ambition. Il y a 2 ans, j'ai vu qu'il y avait un engouement très fort autour de ce que je faisais sur le web. Il y a un engouement beaucoup moins fort que ce que je faisais sur le papier. Et je me suis dit, voilà, on va s'y investir vraiment à fond. On va pas forcément essayer de faire des levées de fonds à droite à gauche. On a essayé, et j'avais le sentiment que les financiers qui étaient en face de moi n'étaient pas forcément convaincus quand on dit média aujourd'hui. Et à demi-mot, ils me disaient, on va investir, mais vraiment pour te faire plaisir, quoi. Parce que oui, on arrive à avoir un relationnel à un moment donné quand on est dans la tech depuis longtemps. Mais moi, je fais pas ce métier pour qu'on me fasse plaisir. Je veux qu'on investisse parce qu'on y croit dans le projet. Je me souviens toujours ce que m'avait dit un grand français de la tech. Il m'a dit, Olivier, il est pas mal ton projet, mais c'est pas avec ça que je vais devenir milliardaire. Il me fait un clin d'œil, sachant qu'il était déjà pas mal milliardaire. Mais oui, non, mais d'un autre côté, quand tu es un grand décideur de la tech ou que tu as besoin de développer un écosystème, je trouve aberrant que, mais ça, c'est pas aux journalistes de le dire, mais il faut le dire. Je veux dire, quand tu regardes la presse, je dis une bêtise, la presse sportive ou la presse automobile, l'équipe, tu as historiquement des acteurs de ce domaine qui sont annonceurs. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent, d'abord, c'est déjà un journal de qualité, donc je cautionne ce qu'ils font et je l'encourage. En plus, il y a des retombées. Je fais de la pub, il y a des retombées, mais en plus, je développe mon écosystème. Demain, si je suis Renault qui n'a plus un magazine automobile ou un site internet qui traite d'automobile, je préférerais que ce soit des journalistes spécialisés qui le fassent plutôt que simplement un média généraliste. Donc j'encourage cet écosystème. Je ne l'achète pas. Je fais que l'écosystème existe. Ça va de la responsabilité, c'est de l'intérêt général, encore une fois. C'est pas de la subvention, encore une fois. C'est pas de la donation, mais voilà, j'ai un budget publicitaire, bien sûr, je vais saupoudrer un petit peu sur la presse spécialisée parce que c'est elle qui a le vrai regard, qui sait véritablement, qui a la vraie expertise sur ces sujets-là. Et moi, je le vois depuis des années dans la presse tech, les grands acteurs de la tech, ils soutiennent pas la presse tech. Je suis désolé. Tu as vu un Apple faire une pub dans un journal tech récemment ? Tu as vu un Samsung pour faire de la pub dans un journal tech récemment ? Non. Et je trouve ça triste, je trouve ça dramatique. Alors tu as des bandeaux publicitaires, tu as de l'affiliation, mais bon sang, ça vous passe par l'esprit, vous les annonceurs, que de temps en temps, si on parle de vos produits, il faut qu'il y ait des médias. Si demain vous n'êtes pas annonceur, il n'y aura plus de médias. Donc effectivement, il y aura des youtubeurs, il y aura des influenceurs, il y aura un autre système qui va se mettre en place, peut-être qu'il sera meilleur. Mais moi, j'estime que c'est dommage et que moi, si j'étais si j'étais un grand acteur de la tech, j'aurais une politique de communication qui soutiendrait cette presse-là parce qu'elle le mérite.
par son audience, par la qualité de son audience, et qu'elle mérite parce que ça me permet de créer des produits. Voilà. S'il n'y a pas un écosystème qui parle de toi, tu n'existes pas. Alors Apple aujourd'hui a une dimension bien supérieure. Je le dis très, très tranquillement parce que dans tous les médias quasiment où j'ai travaillé, Apple n'a jamais été annonceur de ces médias-là. Donc on a une totale liberté. Donc d'un autre côté, c'est formidable. On peut critiquer un annonceur. Mais quand bien même, il nous est arrivé historiquement, je me souviens à SBM Mac, de critiquer des annonceurs, que le téléphone sonne. Même on m'a demandé une fois ma tête, je me souviens. Et j'ai fait mon métier de journaliste. Bon, après, il faut être protégé par des bons directeurs de rédaction, mais ça n'a pas toujours été mon cas malheureusement. Mais passons. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais pour que la presse existe, il faut que demain, il y ait une audience. Regarde aujourd'hui la presse, le seul moyen qu'elle ait trouvé, et c'est très bien, c'est de trouver une formule payante. On ne peut pas demander à un lecteur de payer pour toutes les informations. Donc il est passionné un peu de tech, il va prendre un abonnement à Mac Génération. Il est un passionné un peu bien évidemment de politique et d'investigation, il va prendre un abonnement à Mediapart ou au Canard Enchaîné. Il est passionné de presse magazine en général, il va s'abonner à l'Express. Enfin, on n'a pas 550 € à dépenser tous les mois. Il y a un problème, quoi. Alors ça veut dire il faut qu'on trouve un nouveau modèle, on va lire les articles un par un, on va payer 20 centimes. C'est un peu entre les deux. Il faut qu'il y ait de la publicité. La publicité, c'est pas sale. Ça, ce qui a fait vivre la presse pendant des années, certainement à un moment donné au-dessus de ses moyens, ce qui fait que quand la pub, le robinet s'est fermé, tout s'est écroulé. Mais il y a juste milieu à trouver. Et puis il y a, je dirais, une approche. Et j'en parle très tranquillement avec les directeurs marketing qu'on reçoit dans l'émission. Je ne leur dis pas sponsoriser On fait le Mac, je dis de manière générale. Soyez conscients qu'il y a un écosystème autour de vous. C'est pas forcément pour On fait le Mac, je le dis, c'est pour ZeroNet, c'est pour Clubix, c'est pour Frandroid et d'autres. Il faut avoir une approche pragmatique et se dire, voilà, vous avez des campagnes de communication qui coûtent des milliards. Qu'est-ce que c'est pour vous de glisser quelques milliers d'euros sur des journaux qui, pour moi, ont un vrai rôle aujourd'hui et ce serait une vraie perte demain si ces métiers ou ces supports-là disparaissaient. Alors moi, je suis très tranquille d'en parler parce qu'on a la chance d'être un podcast qui a des annonceurs à l'année. Je crois que c'est assez unique en France, en Europe, au monde, on a 2 voire 3 annonceurs à l'année. Donc tu vois, on a commencé l'année, on sait déjà qu'une bonne partie de nos émissions sont déjà sponsorisées. Donc on a un budget qui nous permet de voilà, c'est pas forcément c'est pas le budget de ZeroNet ou du Nouvel Ops, mais on est très content. Donc ça montre que le programme séduit, j'espère, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, et les marques qui nous sponsorisent sont persuadées que derrière, d'être présent dans On fait le Mac, ça va déclencher des ventes. C'est ça le moteur. Mais au-delà, il y a, je pense, cet aspect un peu militant. Il faut préserver cet écosystème. Et surtout, je préfère que ça soit une marque. Bien sûr, si le journaliste préserve son indépendance et ne soit pas victime de pression de cette marque-là, mais en soit conscient et décide de rétablir de manière équitable un budget publicitaire. Et encore une fois, ça me semble logique que la tech investisse dans des médias de tech et pas uniquement d'un média généraliste, encore une fois. Plutôt que ça soit l'État qui vienne subventionner les médias. Parce que c'est ça aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on parle que de politique dans les médias parce que c'est les politiques qui sponsorisent les médias? On ne va pas lancer une polémique aujourd'hui, mais tu vois que c'est une question de bon sens, encore une fois, et de bienveillance. Moi, ça me fait mal au cœur de voir tous ces journalistes brillants qui ont du mal et qui tirent et qui ont vraiment du mal aujourd'hui à être valorisés par les grands médias, qui préfèrent aujourd'hui pas prendre de risques, communiquer dans un grand média, et du coup derrière, quand il s'agit d'interviewer évidemment un grand responsable, on ne va jamais appeler le médiathèque, on va appeler le média généraliste, évidemment. On ne sait jamais, le médiathèque il peut parfois poser de mauvaises questions. Passons. Voilà, donc la frustration, si tu veux, elle n'est plus sur l'audience, tu l'as bien compris, elle est plus de se dire que le virage que je t'ai essayé de décrire tout à l'heure, je n'ai pas le sentiment que l'écosystème tech l'ait vraiment assimilé. J'ai fait le choix de créer ce studio ici au sein de l'agence Rumeur Publique, une agence de com qui est vraiment convaincue que le podcast c'est l'avenir. Voilà.
On n'a pas à expliquer ce que c'est. Ils en sont convaincus. Ils sont convaincus qu'il faut développer un écosystème média autour du podcast. Ils vont nous aider à le faire. Et de l'autre côté, parce que c'est le nerf de la guerre, ils ont besoin d'aide pour développer du podcast de marque. Donc, on va les aider aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est un cycle, nos métiers de journalistes, nos métiers de médias en général. On assiste à un fin de cycle autour de la presse papier, la presse magazine. Certains annoncent le même fin de cycle dans quelques années autour de la radio et la télé. Moi, j'y crois moins. Donc là, c'est notre génération sera là en tout cas. Mais voilà, il faut simplement que les cycles tournent et qu'en tout cas ceux qui incarnent et qui incarneront demain ces médias-là reprennent ces valeurs de base qui étaient ceux de nos pères, P-A-I-R-E-S ou pères, nos papas, de ce métier, de la rigueur, de la bienveillance encore une fois, et de la passion. J'ai jamais fait ce métier pour être reçu et aller au cocktail. J'ai fait ce métier parce que j'étais curieux. J'ai fait ce métier parce que j'étais passionné de tech et j'ai eu la chance de pouvoir réunir les deux. Donc j'ai pris un pied de folie. Maintenant, j'espère pouvoir transmettre cette passion-là. J'ai fait ce métier parce que j'étais curieux. Je remercie mon invité d'avoir accepté mon invitation. Et je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et à me faire vos commentaires. À la semaine prochaine.